الفرنسية أكثر منه العربية. مسألة اقتصادية من أحسن أن نتكلم فرنسية حتى نبلغ فكرة. Je pense que ce que je vais essayer de faire pour reprendre ce qui a été dit et présenté par Sadr, c'est de présenter une approche un peu complémentaire, une approche un peu plus complémentaire et un peu beaucoup plus qui repose sur les éléments économiques de l'analyse du rôle des institutions de notation internationale, l'impact sur l'économie tunisienne. Et ce qui est très important, ce n'est pas l'impact sur l'économie tunisienne, mais aussi de savoir quels sont les moyens de faire face à la dégradation de la notation de l'économie tunisienne. Je crois qu'il faut un peu tempérer l'analyse et le rôle des agences de notation. Le premier élément qui est très important, c'est que ces agences de notation sont des agences de notation professionnelles, extrêmement professionnelles. Contrairement à ce qu'on pense, ils ont des méthodes très professionnelles en matière d'analyse de risque et ils essayent de décrire le risque souverain des pays, mais aussi le risque des entreprises, parce qu'ils ne font pas que le risque de la Tunisie en tant qu'accès de la Tunisie par l'intermédiaire de la Banque centrale au marché financier, mais aussi ils sont en train de faire la notation de l'accès de certaines entreprises publiques au marché financier international, mais aussi l'accès de certaines banques publiques ou privées sur le marché international. C'est-à-dire qu'ils font à la fois la notation de l'analyse de risque, la notation de risque parce qu'en définitive, la notation c'est une notation de risque, analyse de notation de risque pour des entités publiques, comme dans des entreprises publiques, ou bien pour l'État, et ce qu'on appelle la notation souveraine, ou bien pour des banques. Et la BICRA, par exemple, qui est une notation faite par Standard & Poor's, est beaucoup plus pour le secteur industriel. Je crois que je suis pas un peu d'accord avec ce que dit Sadr sur certains aspects, mais je crois que ce sont des entreprises privées très professionnelles. Et sachez que l'analyse de risque se fait même au niveau privé. Je crois que, je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais au moins en France, sachez que n'importe quelle personne est notée par sa banque. C'est-à-dire que vous avez une notation de crédit qui est tenue par votre agent à la banque, qui vous donne une notation sur votre qualité d'emprunteur. C'est-à-dire si vous avez des incidents sur les 3 derniers mois de remboursement de certains crédits, on vous dit grade de A à B et ainsi de suite. Et l'impact immédiat en ce qui concerne la dégradation de la note même personnelle d'une personne à la banque, c'est l'accès au crédit et le coût du crédit. Et je crois que le plus important aussi pour n'importe quel pays, lorsqu'il y a une dégradation, une amélioration ou une dégradation de la notation, ça a un impact de 2 choses. C'est l'accès, la quantité d'accès, ce qu'on appelle, parce qu'il y aura un rationnement quantitatif au montant auquel on veut accéder, et le coût. Ce sont les 2 importants éléments qui impactent un pays, ou une entreprise, ou une banque. C'est le fait que lorsqu'il y a une amélioration ou une dégradation de la notation, cette amélioration ou dégradation de la note va impacter le coût d'accès aux ressources financières au niveau international, sur le marché financier international, et aussi la quantité. C'est-à-dire, vous allez demander 1 milliard, peut-être qu'on vous donnera que la moitié d'1 milliard, 500 milliards. Vous allez emprunter lorsqu'il y a une dégradation à des taux beaucoup plus élevés que d'autres. Donc ça, je crois que c'est l'impact le plus important de la dégradation des notations et l'amélioration des notations. Il passe par l'accès au marché financier. Il n'y a pas d'autres mécanismes par lesquels on a un impact sur les pays, c'est simplement l'accès au marché financier. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas fermer les marchés de biens et d'exportation ou autres. C'est votre accès sur le marché financier qui va être impacté. Et c'est très important, je crois que c'est très important. Un élément qui aussi, je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est que l'évaluation du risque en Tunisie a évolué d'une manière très importante avec la période post-révolution ou la période de transition démocratique. C'est-à-dire, lorsque vous regardez un peu les notations qui ont été faites avant la révolution, c'était des notations qui se basaient sur une perspective économique qui était bonne. C'était ça ce qu'on disait à l'époque avant 2010.
Stabilité politique aussi, qui était bonne à l'époque. C'est comme ça qu'on regarde que les agences de notation regardaient la Tunisie, c'est un pays qui a une stabilité politique et une prospérité économique. Le seul bémol, si vous voulez, auquel insistaient toutes les agences de notation avant la Révolution, c'était les problèmes du système bancaire. C'est-à-dire que le fait qu'on a beaucoup de créances non performantes, ce qu'on appelle les créances douteuses ou classées ou accrochées, je ne sais pas comment le terme peut être utilisé par les gens, mais c'était le seul élément auquel on faisait des reproches pour l'économie tunisienne. Mais la croissance économique, elle était là, et la stabilité politique, elle était présentée malgré que c'était une dictature, mais c'était un élément qui était bien noté avant la Révolution. C'est à partir de la Révolution en janvier 2011 que la dégradation a commencé à se faire. Et vous voyez très bien, et vous comprenez très bien que Standard Poor's, qui est la plus sévère, qui apparaît la plus sévère, c'est elle qui a lancé un peu ce début de dégradation, parce que ça a commencé en janvier, mais en fil du mois de février, on a eu 4 dégradations qui ont été faites pour l'économie tunisienne. C'est qu'à la question de la mauvaise situation du secteur bancaire, on avait ajouté en 2011 la dégradation basée sur 2 nouveaux éléments. C'est que les perspectives de la transition ne sont pas claires, c'est-à-dire en matière d'élection, en matière de constitution et ainsi de suite, tous ces éléments-là. Mais aussi en 2011, c'était aussi les perspectives économiques. Et vous savez très bien qu'en définitive, il y avait la récession économique en 2011. Alors maintenant, ce qui s'est fait en termes de dégradation le mois dernier, on est en mars le mois dernier, ce n'est plus la question économique. C'est-à-dire la question économique, parce qu'on va revenir là-dessus, les résultats économiques montrent très bien que 2011 c'était une récession, 2012 c'était une reprise économique en Tunisie, et par conséquent, tous les problèmes sont devenus des problèmes politiques. C'est-à-dire on a insisté sur la question politique. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante, c'est qu'avant la Révolution, c'était que le secteur bancaire. Lorsqu'on a commencé à dégrader au début de la Révolution, on a ajouté, on n'a pas oublié la question du secteur bancaire, on a continué de le dire en 2011 par les rapports de Standard Poor's et Moody's, mais on a ajouté la question économique et la question politique. Et l'évolution pendant toute une année a conduit actuellement à ce que ne soulève comme argument important pour la dégradation de la Tunisie, c'est l'argument politique, et surtout après l'assassinat qui a été fait le 6 février. Donc je pense que ça c'est un élément très important, c'est qu'actuellement la dégradation de la notation de la Tunisie et surtout le fait qu'elle est dégradée dans la partie spéculative, c'est plus un actif, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de conseils pour investir en Tunisie en tant qu'un titre d'investissement, mais plutôt que si vous y allez là-bas, c'est très spéculatif, c'est très risqué. Donc la question, vous voyez très bien que la réponse actuellement, même pour les agences de notation, si on veut améliorer la dégradation, elle est politique. Actuellement, c'est la conclusion, il faut à laquelle on arrive, c'est qu'actuellement, si on veut améliorer la notation en Tunisie, l'aspect économique ne pose plus de problème, même le Fonds monétaire international le dit, mais c'est plutôt l'aspect politique qu'il faut regarder en détail. Alors ça, c'est en ce qui concerne, je pense, l'évolution de la dégradation de la notation de la Tunisie et les causes de la dégradation de la notation de la Tunisie. Le seul problème auquel il faut aussi qu'on essaie de relativiser, c'est que ces agences de notation ont des systèmes de notation qu'ils essaient de rationaliser. On peut critiquer tel système, il a 51 critères ou autres, 161 ou autres, mais ils essaient de rationaliser l'analyse de risque d'un pays ou d'une entreprise ou ainsi de suite. Et tout le problème se pose, c'est qu'il y a des pondérations entre les éléments politiques, les éléments économiques et les éléments même parfois sectoriels qui concernent le secteur bancaire. Et on comprend très bien que dès le moment où il y a des risques politiques qui est très important, le fait que vous avez un barème de notation, si vous voulez un barème d'appréciation, le fait que l'un des composantes de ce barème bascule vers un aspect très négatif, parce qu'en définitive, lorsque vous allez parler des perspectives économiques, vous avez des gens, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de Moody's et autres, c'est qu'ils sont en train de noter, de mettre une note de 1 à 10 par exemple, sur l'élément est-ce qu'il y a une stabilité ou perspective politique
qui sont bonnes ou mauvaises dans le pays. Donc ils essaient de comprendre le système, de discuter avec les gens, et après ils font une appréciation et ils mettent une notation. Alors c'est pour ça que je reviens à une question qui est très importante, c'est que les autorités ont une responsabilité parfois, les masses médias ont une responsabilité parfois, la classe politique a une responsabilité aussi dans la notation que fait les agences de notation et surtout sur l'aspect politique. Sur l'aspect économique, les chiffres le montrent très bien. Vous avez des chiffres appréciables, si vous avez fait de la croissance ou pas, votre taux d'inflation, votre taux de chômage, votre taux d'endettement, ce n'est pas une... vous pouvez le véhiculer, cette information, par le chiffre lui-même. Par contre, les appréciations sur l'évolution politique, c'est du discours, c'est de la discussion, ce sont les masses médias qui véhiculent cette information. Et je crois qu'en Tunisie, nous avons conduit, je pense, classe politique, intellectuelle, les masses médias, les informations à la télé, et ainsi de suite, nous avons véhiculé une image, je ne dirais pas fausse, mais mauvaise, qui a conduit aussi les agences de notation à détériorer la Tunisie, à avoir des perspectives qui sont des perspectives négatives. Je peux vous dire que même au début de 2011, il y avait même certaines négociations, ou plutôt des réunions qui ont été faites dans des cafés à l'extérieur de l'administration, où les gens avaient véhiculé des informations qui ne sont pas des informations correctes sur les perspectives politiques et ainsi de suite. Donc je crois que sur ce plan-là, il faut bien comprendre que même le pays lui-même, par l'intermédiaire de sa classe politique, par l'intermédiaire de ses masses médias, de cette opposition, même du pouvoir, lorsque vous avez des gens dans le pouvoir qui n'arrivent pas à bien expliquer aux agences de notation, ils ne sont pas tellement experts pour pouvoir exprimer et expliquer l'évolution d'un pays et les perspectives, ou même donner des perspectives positives, eh bien, ils ont des responsabilités, je crois, dans ce domaine. Donc, je crois que la dégradation actuelle sur le plan politique, elle a quelque part, on a quelque part une responsabilité globale des Tunisiens dans cet élément. Alors maintenant, quel est l'impact? Je crois que quelle est l'appréciation des économistes de la dégradation ou la notation souveraine que fait ces agences de notation? Je crois qu'il y a deux principes chez les économistes auxquels on fait attention et on essaye de relativiser le comportement et l'impact des agences de notation. Le premier, c'est que, on dit toujours, il y a un principe qui a été énoncé par Stiglitz, c'est que ces agences de notation, ils font leur notation too late and too much. Too late and too much, c'est qu'au fait, ils le font après coup. C'est-à-dire que lorsque on a dépassé le stade, par exemple, et qu'on est on n'est plus dans le creux, par exemple, d'une évolution économique, et on commence à remonter, c'est là où eux qu'ils font la dégradation. Et ça, l'exemple a été présenté à plusieurs fois, surtout pour la crise asiatique. C'est que lorsqu'ils ont commencé à faire leur notation, c'était trop tard. Je donne l'exemple de la dégradation spéculative qui a été faite en Tunisie par Standard Poor's l'année dernière. Elle a été faite, je crois, en mars de l'année dernière. Et cette dégradation, en mars ou en avril, et cette dégradation a été faite sur fond, c'était pas politique, il y avait quelques éléments politiques, mais c'est sur fond économique. Mais au moment où ils avaient fait la dégradation, il y avait des annonces par le gouvernement pour fixer des dates. Rappelez-vous, à ce moment-là, qu'on disait en juin prochain, on va faire les élections. Il y avait même des chiffres qui ont été publiés par l'Institut national de statistique qui montraient que c'est le second trimestre de reprise économique en Tunisie. Donc, au fait, eux, lorsqu'ils ont fait la dégradation, ils l'ont fait sur fond qu'il y a encore la crise économique et la crise politique. Or, ils sont en retard par rapport au cycle économique et même à ce moment-là par rapport au cycle politique, que les situations économiques s'est améliorée et qu'il n'y a pas d'argument pour justifier une dégradation à ce moment. Je crois qu'à ce moment-là, c'était Standard Poor's qui avait dégradé, mais Moody's n'avait pas suivi Standard Poor's à ce moment-là et a continué de laisser la Tunisie dans le grade d'investissement. Donc c'est too late, c'est-à-dire qu'ils le font en retard, en retard de phase par rapport à l'évolution politique ou économique d'un pays. Mais aussi parfois ils le font too much. Pourquoi je dis too much? Et ça s'applique même pour la Tunisie. La Tunisie n'a jamais fait de défaut sur son paiement de crédit.
La Tunisie, au moment où on a dégradé la Tunisie, on a remboursé 330 millions d'euros. Donc, la dégradé la Tunisie de grade d'investissement à un grade spéculatif, c'est too much, c'est beaucoup. Ça ne se justifie pas. On aurait pu peut-être changer les perspectives de la Tunisie vers négative. On aurait pu la laisser toujours dans le grade le plus bas de l'investissement, mais dégrader un pays qui est en train de rembourser au même moment un crédit très important dans une période de transition, qui n'a jamais fait défaut, qui n'avait même pas annoncé sur le plan politique qu'il allait remettre en cause la dette ou même faire un audit de la dette qui justifie le non-remboursement. Je pense que c'était dommage. Je crois que ça, on le voit, cet argument qui avait été dit un peu par Stiglitz, il s'appliquait partout. Pour certains pays, mais il s'appliquait en Tunisie, c'est que ces agences de notation, ils ont noté la Tunisie too late and too much. Ça, c'est le premier argument. Pardon, le second argument qui est très important, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Les prophéties autoréalisatrices, c'est un élément qui est très important chez les économistes. C'est que et ça s'est passé en Tunisie, ça se passe en Tunisie même sur le plan politique. Peut-être je pourrais faire une parabole là-dessus. C'est que vous lancez une prophétie. Et cette prophétie, lorsque vous la lancez, elle n'est pas valide. C'est-à-dire les conditions économiques et réelles ne coïncident pas avec cette prophétie. Mais vous continuez de lancer cette prophétie jusqu'à ce que les agents économiques, et même les agents politiques, changent leur comportement de façon à ce qu'eux-mêmes, ils valident cette prophétie, ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Je donne un exemple économique et je vais vous donner un exemple politique. L'exemple économique, c'est qu'en Asie et surtout en Corée, il y avait des spéculateurs qui ont commencé de lancer que le baht à l'époque, la monnaie de la Corée du Sud, que le gouvernement allait faire une dévaluation. Et on fait une dévaluation dans une économie, ça les économistes le connaissent très bien, lorsque les fondamentaux de l'économie sont mauvais, c'est-à-dire il y a un déficit budgétaire énorme, un taux d'inflation important, un déficit de la balance commerciale au paiement très important. C'est là où on fait des dévaluations pour ajuster un peu les importations par rapport aux exportations. Mais les fondamentaux économiques à l'époque de la Corée du Sud étaient bons, ne justifiaient en rien le fait que le gouvernement allait faire une dévaluation. Donc, le fait que certains spéculateurs ont commencé à lancer cette prophétie, c'est que le baht va être dévalué par le gouvernement, les agents ont commencé à faire sortir leur argent du pays. Et ainsi de suite, le fait qu'il y a une ruée des agents et surtout des institutions, des investisseurs étrangers dans le pays qui voulaient faire sortir leur argent de l'extérieur, il y a eu un mécanisme qui est dans l'économie très important, qu'il y a une demande de sortie de baht vers l'extérieur, c'est-à-dire on demande plus de dollars et on est en train de vendre la monnaie nationale. Donc ce qui a engendré que le gouvernement a lui-même été obligé de faire une dévaluation. Ce n'est pas parce que les fondamentaux le justifient, mais parce que le comportement engendré par la prophétie a conduit les agents à se comporter de la sorte, à vouloir sortir de leur argent et à valider la prophétie elle-même alors qu'elle n'était pas réelle. Ce problème-là, au fait, on le voit même en Tunisie. Hein. On le voit très bien en Tunisie que depuis la Révolution, on a commencé à faire des prophéties politiques, c'est que ce gouvernement il est provisoire, le président il est provisoire, tout le monde est provisoire, le gouvernement est un échec, il va vouer à l'échec, jusqu'au point où même le Premier ministre a dit c'est un gouvernement d'échec. Et donc on est allé jusqu'à valider une prophétie qui était au début peut-être une prophétie qui n'avait pas au début sa raison d'être. Même en politique, il peut y avoir des prophéties autoréalisatrices. Le problème des agences de notation, c'est qu'ils peuvent conduire à des prophéties autoréalisatrices. Parce que, pourquoi? Lorsque ces agences de notation commencent à dire que les perspectives sont négatives, que la situation est mauvaise et qu'ils donnent une notation économique souveraine pour le pays qui est négative. Cela voudrait dire que vous allez enchérir l'accès au crédit. Et donc il y aura deux phénomènes. Soit vous allez accéder à ce crédit avec un taux très élevé, donc il y aura un coût très important pour l'endettement du pays, soit vous n'allez pas accéder
au crédit parce que c'est très élevé et vous avez un rationnement quantitatif. Et donc, vous n'allez pas accéder à ce crédit et par conséquent, vous n'allez pas financer votre croissance. Donc, du coup, si ces prophéties ne sont pas réelles au début et ne sont pas justifiées, le fait que vous auriez des difficultés à accéder pour faire financer votre croissance, ou bien vous avez un coût plus important, va engendrer, en fait, en définitive, que votre endettement va s'élever parce que le coût peut être plus élevé et votre croissance va s'affaiblir parce que vous n'avez pas pu la financer et par conséquent, ces prophéties elles-mêmes, si elles ne sont pas valides, elles vont être validées par le fait et donc deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Je pense que c'est ça les deux risques, hein, les deux risques qui sont très importants, c'est que parfois c'est too much too late et parfois aussi il y a des prophéties auto-réalisatrices auxquelles il faut face. Je crois que la question qui se pose actuellement, c'est comment faire face à ce genre de comportement des agences de notation. Alors, vous allez vous rendre compte, et m'avais posé cette question l'année dernière lors d'un débat, et c'est paradoxal, c'est que la Tunisie n'a pas été affectée en 2012 par la dégradation des agences de notation. Parce que le seul élément qui est très important pour la Tunisie et pour n'importe quel pays, c'est le fait d'accéder au marché financier. Or, la Tunisie l'année dernière s'est impliquée dans une politique de government stop dans laquelle il y avait un accroissement de financement du budget, accroissement du déficit budgétaire et accès aux ressources extérieures. Or, toutes ces ressources extérieures ont été assurées avec des taux d'intérêt qui n'ont jamais été réalisés par la Tunisie. Et contrairement à ce que disent certaines personnes, parce que moi je vois des chiffres parfois qui me font marrer par des pseudo-experts qui sortent dans la télévision qui disent que le prêt le moins cher c'était le prêt du Japon, le samouraï du Japon. C'est pas vrai, le prêt qu'il était moins cher que le prêt de Qatar. C'est pas vrai parce que le prêt de samouraï qui a été octroyé à la Tunisie par le Japon était à 3%. Celui qui a été obtenu l'année dernière par le Qatar, il était à 2,5%. Donc, l'année dernière, il y avait une possibilité pour la Tunisie d'accéder au marché financier, soit par le prêt qatari qui était à 2,5%, soit par le prêt qui était aussi garanti par les États-Unis et était à 1,66%. Il y avait une autre tranche qui était aussi obtenue avec le Japon dans l'ordre de 1,6%. Donc, l'accès au marché financier, pourtant, si la Tunisie avait essayé d'accéder au marché financier en utilisant la notation, elle n'aurait pas pu l'avoir qu'à des taux qui sont avoisinent les 6%. Donc vous voyez très bien que la dégradation de la notation de la Tunisie en 2012 n'avait pas d'impact. Donc la Tunisie a su contourner cette dégradation de la notation en 2012, soit en essayant d'aller prendre de l'argent chez le Qatar, soit en essayant d'avoir des garanties. Parce que lorsque vous sortez sur le marché financier en utilisant la garantie américaine, au fait que c'est comme si vous utilisez la notation des États-Unis. Et donc c'est pour ça que vous pouvez accéder à des finances qui sont plus faibles. La même chose, il y a un accord avec la Banque mondiale pour avoir une garantie pour accéder au marché financier, mais elle n'a pas été utilisée, elle pourrait être utilisée en 2013. Il y a une seconde tranche aussi de négociation avec les États-Unis pour accéder au marché financier avec une garantie américaine. Donc je reviendrai aussi, en fait au-delà de 2013. Je pense que il y a deux façons pour répondre à la dégradation des agences de notation. Il y a le premier élément, et je crois que ça je pourrais le donner comme un exemple, lorsque quelqu'un, un parachutiste qui saute d'un parachute, au fait, il a son parachute principal, mais il doit avoir un parachute de secours qui est un parachute en or. Au cas où le premier ne fonctionne pas, il doit y avoir quelque chose qui est son assurance vie, qui va lui permettre au fait de faire un saut en toute confiance. Je crois qu'actuellement, le parachute principal de la Tunisie, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire, rappelez-vous que tout le problème pour nous actuellement, avec les agences de notation, c'est l'impact au marché financier et l'endettement de la Tunisie. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ou non accéder au marché financier et peut-être si vous voulez accéder au marché financier, vous allez accéder à des taux qui sont très élevés. Donc il faut qu'on sache qu'en Tunisie, pour répondre à cette question, il faut qu'on essaie de traiter la question de l'endettement et la façon dont on va financer l'endettement de la Tunisie. En fait, nous avons trois problèmes actuellement en Tunisie.
Le premier problème, c'est qu'on a réalisé une reprise de 3,6%. Ça, c'est, je voudrais peut-être faire une parenthèse, c'est qu'il n'existe dans le monde aucune institution internationale ou institution nationale qui peut donner le chiffre de la croissance en Tunisie. Ni le FMI, ni même le ministère de développement économique, ni la direction de prévision, ni la Banque centrale. La seule institution dans le monde et en Tunisie qui peut donner le chiffre de la croissance, c'est l'Institut national de statistique. C'est quelque chose qui, je pense, qui est très clair. Et le chiffre qui a été donné par l'Institut national de statistique, c'est 3,6%. Donc la croissance en 2012 en Tunisie, c'est 3,6%. Et en 2011, c'était moins 1,9%. En 2010, c'était 3,1%. Donc ça, c'est les chiffres en matière de croissance. Il y a un élément très important, peut-être je fais une parenthèse pour y répondre, c'est qu'il y a des gens qui disent que comment on compare 2012 par rapport à 2011. Il faut comparer 2012 par rapport à 2010. C'est vraiment parfois, c'est des gens qui sont des ignorants en matière de loi économique et qui ne connaissent pas les phénomènes économiques, comment elles apparaissent et comment elles évoluent. En économie, il y a des règles lorsqu'il y a 3 trimestres successifs qui sont négatifs, on dit que le pays est dans une récession. Dès qu'il y a un trimestre, ce n'est pas une année, dès qu'il y a un trimestre qui est positif, on dit qu'il y a le début de la reprise. Si les 3 trimestres se confirment, sont positifs, on dit qu'il y a une reprise économique. Ça, c'est en matière technique. En Tunisie, il y avait 4 trimestres en 2011 qui étaient négatifs, c'était une récession. Le premier trimestre de janvier était positif, donc il y a eu un début de reprise. En 2012, il y a eu 4 trimestres positifs, c'est une reprise économique de 3,6%. Maintenant, sur le plan plutôt l'analyse de la question en soi. Vous savez très bien que ceux qui disent qu'il faut comparer 2010 ne comprennent pas l'effet destructeur de la récession. Je donne un exemple. Géant en 2010 et comparé Géant en 2012. Géant en 2011 a été détruit, a été brûlé. Il y a eu destruction de stock, destruction d'emplois. Il y avait des gens qui étaient partis au chômage. Il y avait même des biens d'équipement, des caisses, des machines, des voitures peut-être qui ont été brûlées. Donc, Géant en 2011, il y a eu une récession, c'est-à-dire qu'il y a eu destruction. Disons que Géant de 2012 d'aujourd'hui, il est comparable. Je ne vais pas dire peut-être les gens qui disent qu'il est mieux qu'en 2010. Mais disons que Géant de 2012, il est de la même qualité que Géant de 2010. Alors, le président de Géant, qu'est-ce qu'il va dire à ce conseil d'administration? Il va leur dire non, on n'a rien fait en 2011, de 2011 à 2012, parce que l'autre Géant est comme 2010. C'est complètement aberrant. Parce que de 2011 à 2012, Géant a investi de l'argent, Géant a créé de l'emploi, Géant a produit, Géant a acheté des machines et Géant a créé des richesses. Donc par conséquent, ceux qui disent qu'il faut comparer Géant par rapport à 2010 ne comprennent pas ce que c'est les lois économiques. Parce que de 2011 à 2012, de 2010 à 2011, on a détruit de l'emploi, on a détruit de l'investissement qui est parti, des biens d'équipement. Mais de 2011 à 2012, on a créé de l'emploi, on a mis de l'argent, on a mis de l'investissement, on a créé de la croissance. Donc on ne peut pas du tout comparer 2012 par rapport à 2010. Et c'est ce que font tous les économistes, sauf les économistes qui sont très politisés, qui essaient d'atténuer un petit peu l'impact de la croissance de 2012. Ça, c'est une parenthèse un petit peu pour expliquer certains phénomènes. Mais ce qui est très important, c'est qu'actuellement, il y a des menaces sur la reprise de 2012. 2012, il y a eu une reprise économique de 3,6%. Il y a eu l'inflation qui était contenue de 5,9%. Le taux d'endettement est aux alentours de 46%. Contrairement à ce qu'on pense, l'endettement en 2010 était de 40,4%. Il a eu une augmentation de 4 points en 2011 à 44,1%. Il a eu une augmentation de 2011 à 2012 de 2 points, 46,1%. Mais tout simplement, cet endettement, il est soutenable. Et la soutenabilité de la dette, c'est très important, c'est un concept qui est très important. Parce que la politique qui a été menée en Tunisie, c'est une politique de go and stop. C'est-à-dire que c'est une politique qu'on fait un accroissement temporaire du budget des dépenses publiques qui vont creuser le déficit budgétaire d'une manière importante mais temporaire, mais en même temps où le taux d'endettement va être à moyen terme, parce qu'on respecte la soutenabilité de la dette, c'est que sur les 4-5 ans, c'est ça l'analyse qui est faite par les institutions internationales comme le FMI, c'est qu'il y aura un retour à l'équilibre sur 4 ans. C'est comme si vous poussez maintenant, mais vous essayez de maintenir pour que vous reveniez à la même norme
dans 4 ou 5 ans. Et c'est la façon dont on gère actuellement, moderne, dont on gère les budgets de l'État. On ne parle plus de budget qui est difficile d'aujourd'hui. On essaie de comprendre sur le moyen terme, est-ce que vous allez être sur une trajectoire qui est soutenable, et par conséquent, si vous avez une trajectoire soutenable jusqu'à 2017 ou 2016, ça voudrait dire que votre dette est soutenable. Et je pense que les stress tests qui ont été faits pour savoir est-ce que la soutenabilité de la dette de la Tunisie, même le FMI l'avait fait, la Banque mondiale l'a fait, et le programme qui est fait en Tunisie montre très bien qu'il y a une soutenabilité de la dette. D'ailleurs, les agences de notation ne reviennent pas sur cette question. Ils savent très bien que la soutenabilité de la dette en Tunisie, elle est maintenue et qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne la soutenabilité de la dette. Le second, ça c'est la première réponse. Je pense que le premier parachute de l'économie, le parachute principal de l'économie tunisienne, c'est qu'elle a un programme économique et un programme budgétaire et un endettement qui sont soutenables. Surtout qu'en 2012, il y a eu cet effet, si vous voulez, de croissance zéro du budget, qui est très important, je pense, qui est très important. Si vous voulez avoir des éléments sur ces questions-là, vous pouvez vous connecter sur le site du Cercle des économistes de Tunisie. Vous trouvez cette présentation, plusieurs autres présentations qui sont très importantes. Mais je voudrais juste vous montrer ce graphique qui est très important, que vous pouvez trouver. C'est que vous voyez très bien que le truc en noir, c'est l'évolution du taux d'endettement de la Tunisie jusqu'à 2017. Et vous voyez très bien que le programme économique de la Tunisie jusqu'à 2017, il montre très bien qu'en 2010, il était à 40, en 2011, il était à 44, en 2012, il était à 46, mais il y a une trajectoire qui en cloche jusqu'à un programme où en 2017, le taux d'endettement reviendra à 42,6. Ça a été fait avec le budget de 2012. Avec le budget de 2013, on reviendra à 41,6%. Donc ça, c'est très important. C'est ça le parachute de l'économie tunisienne, c'est d'avoir quelque chose, d'un programme économique qui conduit à ce qu'on ait une soutenabilité, on n'aura pas de problème d'endettement. Cela se facilite aussi par le fait que, et c'est ça le second élément, je pense, le parachute secondaire ou au nord que doit avoir la Tunisie. Je pense que je vous ai distribué la lettre du Cercle des économistes qu'on va publier lundi prochain. C'est la négociation de l'accord de confirmation avec le FMI. Sachez très bien que la négociation de l'accord de confirmation avec le FMI, c'est une façon de répondre à la dégradation de la notation des agences internationales. Parce que la question, c'est quoi? La question, c'est que l'impact maintenant, c'est que peut-être vous aurez du mal à accéder au marché financier et le coût va être élevé. L'accord de confirmation avec le FMI, c'est un accord qui a un principe très simple. Et vous allez trouver des détails, c'est que vous pouvez accéder, vous pouvez accéder à un prêt au marché accordé par le FMI qui est à peu près 200% ou 300% de votre quote-part. La quote-part de la Tunisie, elle est à peu près de 690 millions de dinars. Donc vous pouvez accéder à 200-300%. Mais, et c'est ça le plus important, vous pouvez trouver les détails dans la lettre. Le plus important, c'est que vous pouvez accéder à un taux de 1,6%. 1,6%. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez contourner l'accès au marché financier, qui est peut-être à 6% actuellement, vous le contournez par un accord de prêt avec le FMI à 1,6% avec une période de grâce de 3 ans et quart. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à payer après 3 ans, au minimum après 3 ans. Donc ça, c'est très important. C'est une façon de répondre à la notation. Le seul problème lorsque vous négociez ce type de prêt avec le FMI, c'est que vous devez faire un engagement en matière de réforme. Or, il s'est avéré en Tunisie que la majorité des réformes qui sont en discussion avec le FMI, ce sont des réformes qui ont été déjà engagées par le gouvernement et réclamées même par les experts et par la classe politique. Par exemple, ce que demande le FMI, il demande que le taux d'endettement soit maîtrisé, que le déficit budgétaire soit maîtrisé, que l'inflation soit maîtrisée. Et je pense que ça, c'est une question qui est partagée par tout le monde, y compris par les autorités publiques. Le fait, par exemple, qu'on demande la réforme de code d'investissement qui est déjà engagé, l'audit de la Banque centrale, l'audit de la STEG, l'audit de certaines banques publiques,
l'audit de STIR. Tous ces éléments-là, ce sont des programmes qui sont engagés déjà par la Tunisie. Et donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que demande le FMI. Je pense que ceux qui disent que le FMI est en train d'exiger des réformes à la Tunisie, nous, je pense en Tunisie actuellement, on a le luxe que ces réformes ont été engagées avant même que le FMI en parle. Le seul peut-être élément qui est très important, et là je vais conclure avec cet élément, c'est que dans les réformes, il y a une question qui a été soulevée en Tunisie depuis longtemps. Il vous rappelez la démission de l'ancien ministre des Finances, c'était sur fond de problèmes de subventions. C'est que les subventions pour l'hydrocarbure et pour les aliments, la compensation, elle a atteint un chiffre très élevé, dans plus que 5 000 millions de dinars. Donc, non, total, hein, je pense direct, il y a 4200, c'est pour le direct. Je crois que ce qui est très important, c'est que ce budget, il me représente presque la moitié du budget de l'État pour les salaires des fonctionnaires. Ce qui est inhabituel dans certaines nations. Une nation qui met la moitié du budget de fonctionnaires dans la compensation, c'est très élevé. Il est urgent, et cette question est très urgente et elle doit être traitée. Mais simplement, pour la traiter, il faut la traiter avec délicatesse parce qu'elle touche les pauvres, elle touche les classes vulnérables, elle touche aussi les classes moyennes vulnérables. Parce que vous savez très bien que le carburant, c'est la classe moyenne qui bénéficie. Ce ne sont pas les pauvres ou les gens qui sont dans les zones rurales qui profitent du gasoil ou autre. Peut-être qu'ils profitent des bouteilles de gaz qui coûtent 23 dinars hein, et qui est vendu 7 dinars. Mais je pense qu'il y a certains produits où la classe moyenne en bénéficie. Et la subvention pose ce problème qui est très important parce qu'en Tunisie, la compensation faisait partie du contrat social qu'utilisait l'ancien régime pour stabiliser le pays et gagner la confiance de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'on compense tout le monde. Or, généralement, et les gens se rappellent très bien, la caisse de compensation a été créée dans les années 60 pour résoudre un problème très simple. C'était un problème de malnutrition. C'est-à-dire qu'on a créé la caisse de compensation pour donner aux gens la capacité d'acheter des produits alimentaires pour augmenter les calories qu'ils peuvent percevoir et le ramener au niveau, je crois, c'était de 2200 calories par jour. C'est ça l'idée des caisses de compensation qui ont été lancées à l'époque par la Banque mondiale. Mais vous voyez très bien que petit à petit, les caisses de compensation et la compensation elle-même est devenue un élément important utilisé par le pouvoir, y compris l'ancien pouvoir et même le nouveau pouvoir, pour la stabilisation politique et sociale dans le pays. Or, ça coûte cher, parce que de tel argent, elle peut être utilisée pour autre chose, pour l'éducation, pour la santé, et ainsi de suite. D'où la nécessité de traiter cette question, mais comment la traiter? Je pense que c'est là où il faut la traiter avec délicatesse et tenir compte de la période post-révolution en Tunisie et de transition. Et je crois que c'est ça la question dans l'ensemble des réformes qui sont en discussion avec le FMI, que le gouvernement ou le pays doit savoir les traiter. Alors pour conclure, je pense qu'en ce qui concerne l'accord de confirmation, je crois que c'est un parachute en or, ou un parachute de secours pour la Tunisie qui est très important à l'avoir. Un pays qui peut avoir un prêt de 1700 millions à 1,6 et dans lequel elle peut mettre toute sa réforme, elle fait glisser toute sa réforme, la faire passer comme étant des conditions, je crois que quelque chose, c'est un luxe qu'on ne peut pas refuser. Et on peut le refuser. Je pense que si on a des positions idéologiques par rapport au FMI, et dans ce cas, je crois, il faut, comme on dit, il faut avoir à prendre le risque que si ça ne marche pas en matière de croissance et qu'on ne pourra pas, que la situation politique se dégrade, on n'aura pas ce parachute de secours et que l'économie tunisienne s'écrase et qu'on perdra, si vous voulez, la reprise qui a été enregistrée en 2012. Voilà brièvement ce que j'ai voulu vous présenter. Mais je voudrais vous dire juste un élément, tous ces éléments-là, vous pouvez rentrer sur, ça c'est toujours on fait de la publicité à la fin de la présentation, vous pouvez rentrer sur le site de Cercle des économistes de Tunisie, qui est cercle-économiste à la fin S Tunisie.org.
et vous trouvez beaucoup de lettres, de documents qui sont faits par des professeurs d'université sur plusieurs thèmes. Le dernier thème, par exemple, c'était sur la flexibilité de taux de change, et celui-là, ce que vous avez sur l'accord de confirmation. Et voilà, je vous remercie.